s'arrête donc sur ces propos de Joe Biden qui ont fait beaucoup réagir. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve à Washington comme chaque jour. À défaut de pouvoir convaincre Netanyahou, Biden a le mérite d'être clair. Oui, absolument. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président américain ne prend plus tellement de gants avec le Premier ministre israélien. Les consignes de la Maison-Blanche sont tout à fait claires. Officiellement, il n'est plus question d'afficher une quelconque forme de complaisance à l'égard de la politique menée par Benyamin Netanyahou, tout simplement. Un peu comme si la diplomatie américaine voulait isoler le chef du gouvernement israélien sur la scène internationale. D'abord en consolidant le dialogue avec les pays arabes voisins d'Israël et en affichant clairement sa désapprobation, on vient de le voir, quant aux méthodes de Benyamin Netanyahou à Gaza. Mais on devine également quelque chose qui s'apparente à un projet plus complexe cette fois, un projet d'isolement du Premier ministre israélien au sein même de la société israélienne. La meilleure illustration nous a été offerte cette semaine lorsque Benyamin Netanyahou a affirmé lors d'un discours public que la date de déclenchement des opérations militaires sur Rafah était désormais fixée par les états-majors israéliens. Un propos immédiatement démenti, ou presque moins de 24 heures plus tard, et sous la pression évidente du Pentagone par le ministre de la Défense israélien lui-même. C'est Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense américain, qui a obtenu cette déclaration de son homologue israélien. Et on peut clairement parler de camouflet pour Netanyahou, ni plus ni moins. Pour la communauté juive américaine, cette fois, connue pour être majoritairement proche du Parti démocrate ici aux États-Unis, il s'agit en quelque sorte d'une forme de tournant, et d'un tournant qui devrait être assumé collectivement par les soutiens d'Israël aux États-Unis, ce qui est absolument essentiel. Benyamin Netanyahou n'a jamais fait l'unanimité ici dans la communauté juive américaine, mais on note clairement un accroissement de la prise de distance, c'est tout à fait clair, entre les relais d'Israël ici et le Premier ministre israélien. Voilà pour le côté pile, Mathieu, la désapprobation. Le côté face maintenant, les Américains continuent de livrer des armes aux Israéliens. Oui, et c'est là qu'on pourrait effectivement voir une forme de paradoxe, mais en réalité, il n'y en a pas. Il y a une vraie cohérence dans la posture de la Maison-Blanche qui, d'un côté, effectivement, met tout en œuvre pour que l'armée israélienne ne manque de rien dans ses opérations militaires à Gaza, et on le voit quotidiennement, pour que l'outil de défense israélien fonctionne à plein régime, autant dans sa posture défensive, et on pense là à l'interception des roquettes du Hamas et à l'entretien, par exemple, par Washington, du fameux dôme de fer, mais également dans sa posture offensive. Et c'est là que c'est plus complexe, avec la livraison récente de munitions à destination de l'armée de l'air israélienne. Des munitions qui correspondent parfaitement aux besoins de Tsahal pour mener la dernière bataille à Gaza, le dernier effort militaire, l'offensive sur Rafah, évidemment. Et là, on comprend que l'intention de Washington n'est pas du tout d'empêcher l'armée israélienne d'anéantir la branche armée du Hamas, bien au contraire, mais bien de préparer l'après-guerre à Gaza. L'après-guerre qui doit se faire sans Benyamin Netanyahou, tout simplement, avec la participation des pays arabes voisins d'Israël, et en qui Washington voit le socle d'une force multinationale de stabilisation de l'enclave palestinienne après le retrait de l'armée israélienne, l'hypothétique retrait post-opération. Il y a d'ailleurs un volet tout à fait nouveau dans le projet de trêve défendue par Joe Biden, c'est la présence des escortes de convois humanitaires constitués de gardes armés venus de Riyad, de Amman ou du Caire. S'agit-il de policiers, de militaires ou de gardes privés, des escortes chargées d'encadrer la distribution de l'aide humanitaire, et donc en quelque sorte une manière de confisquer au Hamas, d'une part, ses prérogatives, mais également à l'armée israélienne, une sorte de préfiguration de ce que pourrait devenir Gaza dans les prochains mois. Est-ce qu'on parle beaucoup de ce sujet dans la campagne présidentielle en ce moment ? Par exemple, Donald Trump, il en pense quoi ? Alors effectivement, et on aurait pu commencer par cela, la pression en réalité qui s'exerce depuis Washington sur l'administration israélienne est proportionnelle à celle qui s'exerce sur le candidat Biden. Et effectivement, rien n'échappe à Donald Trump qui a tout à gagner dans cette affaire. C'était relativement inattendu, mais la guerre à Gaza a déclenché ici aux États-Unis une sorte de réaction
épidermique de tout ce qui constitue l'aile gauche du Parti démocrate, dans toute sa diversité. Un rejet franc et massif de toute une frange de l'électorat de Joe Biden, et parmi lesquels on trouve par exemple les minorités, auxquelles sont venus s'ajouter des mouvements de la jeunesse démocrate. On l'a vu avec les universités américaines notamment. Et aujourd'hui, quoi que dise Joe Biden, tant que les réseaux sociaux relaient la situation humanitaire désastreuse dans l'enclave palestinienne, cet électorat démocrate, qui a d'ores et déjà tourné le dos au président, c'est clair, jure qu'il paiera le prix du sang des Gazaouis dans les urnes le 5 novembre prochain. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'engage pour la diplomatie américaine, mais en réalité pour les équipes de campagne de Joe Biden, avec un défi de taille: parvenir à lâcher Netanyahou sans lâcher Israël, ce qui revient à poursuivre l'entreprise de destruction de la branche armée du Hamas, sans que le 1,5 million de Palestiniens retranchés dans Rafah subissent un énième calvaire relayé par les médias internationaux et les réseaux sociaux. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour cette nouvelle analyse de